Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Je ne me sens pas vraiment dans la peau d'une personnalité, mais je suis une personne qui a grandi à Bienne. Et puis, comme vous venez de le dire, j'ai quitté Bienne et puis je suis allée, je vous raconterai tout ça. En me remémorant mon enfance et mon adolescence à Bienne, où je suis née et où j'ai grandi, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse et une bonne préparation à la vie d'adulte. Et cela, c'est grâce à mes parents, à ma famille et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont joué un rôle dans cette première étape de ma vie. Par la suite, dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, je me suis toujours dit que si j'arrivais à surmonter les difficultés, les obstacles, c'est quand même parce que j'avais mes racines profondément ancrées dans ces premières années. Je grandis dans une famille ouvrière, comme beaucoup de familles biennoises. Mon père est horloger, un peu malgré lui, qui à la fin de sa scolarité rêvait de pouvoir faire un apprentissage de cuisinier. Mais à cette époque, il fallait payer pour les apprentissages. Sa famille était venue de Tramelan. Mon père avait 2 ans quand la famille est descendue à Bienne pour trouver du travail. Et donc son père, qui était perclus de rhumatisme, travaillait comme horloger à la maison. Et il a dit à son fils aîné, il était donc aîné de 4 enfants, lui a dit « Tu t'assieds à côté de moi et je t'apprends la montre ». Et donc il l'a incité à rester auprès de lui. Et puis c'est comme ça que mon père est entré dans l'horlogerie. Il a quand même pris quelques cours par la suite au technicum. Ma maman, née à la Neuveville, est aussi l'aînée de 4 enfants. Ses 2 parents étaient suisses-allemands. Sa mère était venue de la campagne bernoise et son père, turgovien, dans le cadre de sa formation de cordonnier, s'était arrêté à la Neuveville et avait trouvé un travail dans la cordonnerie courte. Décédé en 1923, il laissait derrière lui une veuve avec 4 enfants. La plus jeune avait 2 ans. Il n'y avait pas de rente de veuve à cette époque. La maman a fait des lessives pour les gens de son quartier. Et bien qu'elle ait eu envie de devenir institutrice, ma mère a dû quitter l'école à l'âge de 14 ans et elle a été acceptée, elle a été embauchée comme vendeuse dans le magasin Courte, le magasin de chaussures Courte, là où avait travaillé son père. Mes parents se sont connus lors de rencontres organisées par les unions chrétiennes. Je pense que vous connaissez, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais en anglais c'est YMCA, des fois c'est plus connu. C'est les unions chrétiennes jeunes gens, le UCJG. Ils se marient en 1940 et ont 3 filles. Je suis la 2e. Ils habitent à la rue du Four, jusqu'à l'arrivée de ma petite sœur. Et puis, ils cherchent un logement un peu plus grand parce qu'on était un peu serrés. Et on trouve un logement dans une société coopérative à Madrech. J'ai 4 ans, nous emménageons au Cré du Bois. Et derrière la maison, il y a encore une ferme à 200 mètres de chez nous, avec un poulailler, des moutons un peu plus loin, à l'orée de la forêt. Avec les enfants du quartier, suisse-allemand et roman, nous jouons sur la rue, très peu passante à l'époque. Chacun parle sa langue et on se comprend. Au milieu des années 50, la ferme disparaît, avec les poules et les moutons, bien sûr, et le pré se transforme en un immense chantier, et nous faisons encore de bonnes parties de cache-cache dans les fondations de ce qui deviendra le collège du Tilleul. C'est dans le quartier aussi que nous faisons nos premières expériences à ski. Le patron de mon père nous donne de vieilles lattes en bois qu'il faut bien farter pour qu'elles glissent. Nos premières descentes se font au Kaukehuku. C'est plus tard que j'ai compris ce que ça voulait dire, le Kaukehuku, c'est la potence. Et puis, donc, on descendait, il y avait une belle petite pente, et puis on arrivait sur un beau pré. Et puis, juste à côté, il y avait le Pierhallerweg. Je me souviens de la cave, effectivement. Il y avait une cave là au milieu qui a disparu et c'est devenu. Là, on pouvait faire de la luge.
et c'est devenu aujourd'hui le chemin Marie-Louise Bloch. Il descendait depuis la Ciblerie le chemin de la Ciblerie jusqu'à la route de Mâche. Par la suite, nous avons eu de meilleurs skis et nous allons à Macolin avec notre père ou au Pré d'Orvin. Ma première expérience de ski dans les Alpes, c'est en dernière année d'école avec le camp de ski à Wengen. L'été, nous allons à la plage de Nido. Ma mère, c'est une lacustre. Mon père, plutôt montagnard. Malgré tout, il vient avec nous dans le lac jusqu'à ce que nous sachions bien nager. Par la suite, nous y allons seuls et avec des copines. Il arrive quelquefois que nous décidions de traverser depuis la plage de Nido, d'aller jusqu'à Vignoles et retour, bien sûr. Et je ne sais pas si nos parents l'ont su, mais enfin, on a fait ça 2-3 fois. Quelquefois, dans l'année, nous allons passer un dimanche avec nos cousins et cousines à la Neuveville et nous allons pique-niquer à l'île de Saint-Pierre ou dans un pâturage du plateau de Diès. Toute la famille à vélo. La petite, souvent sur le vélo du papa. Il nous arrive aussi de partir à vélo rendre visite aux cousins de mon père à Tramelan. Là, c'est une véritable expédition. Le plus pénible, évidemment, c'est de devoir pousser le vélo depuis Sensbeau jusqu'au col de Pierre-Pertuis sur l'ancienne route. Et puis, il y a les vacances horlogères. La plupart de nos vacances d'été se passent au Pré d'Orvin, dans le chalet des Unions chrétiennes, la Fougère. Mon père a participé à sa construction dans les années 30 et avec d'autres membres, ils en assurent l'entretien. Généralement, nous nous retrouvons avec 2 ou 3 familles et j'aime bien cette ambiance très conviviale. Nous y montons aussi régulièrement le week-end. On prend le funiculaire jusqu'à Évillard et de là, on marche 1h30 à 2h en passant par le Jorat. À la maison, nous aidons bien sûr aux tâches ménagères, éplucher les légumes, faire la vaisselle, laver la cuisine, les escaliers, donner un coup de main pour le repassage, faire les commissions. Dans notre rue, il y a un boulanger où nous achetons le pain. 51 centimes le kilo de pain noir, puis 53, puis 57. Il y a aussi une petite coop et une boucherie, mais tous les magasins ont disparu aujourd'hui. Ces divers travaux font partie de la vie de famille et cela me paraît tout à fait naturel. Dans les années 56 ou 57, nous traversons une période difficile. Mon père se trouve au chômage. Ma sœur aînée, qui depuis toute petite a toujours dit qu'elle voulait être institutrice, vient de commencer l'école normale à Delémont en internat. Le budget est serré. Ma mère travaille à temps partiel dans un kiosque. Pour se faire quelques sous d'argent de poche, ma sœur cadette et moi, nous allons une fois par semaine distribuer des journaux. Puis lorsque l'industrie horlogère reprend, mon père amène du travail à la maison. Mes parents se mettent tous les 2 à l'établi le soir après le souper pour 2-3 heures de travail. Depuis l'âge de 7 ans, je fais partie de l'Union cadette, donc c'est la branche enfant des Unions chrétiennes. Nous nous retrouvons, c'était un peu à l'époque la concurrence avec les scouts. Nous nous retrouvons en plusieurs groupes le samedi après-midi pour des activités variées. À 14 ans, je prends la responsabilité d'un groupe. Nous sommes une bonne équipe de responsables et nous organisons des camps et des tournois de volley-ball durant l'année. De solides amitiés se créent. Et puis, il y a l'école, bien sûr. L'école qui a toujours été un plaisir pour moi. Je fais mes 4 années d'école primaire dans le collège de Madretsch, qui existe toujours, et 5 ans de secondaire à l'école des Préritres, devant lequel je passe maintenant régulièrement, puisque j'ai élu domicile dans le quartier de la Gurtzelen en mai 2016. À la fin des 9 ans d'école obligatoire, j'ai très envie de continuer d'apprendre. Mais en même temps, je ne veux pas être une trop lourde charge pour mes parents. À Bienne, en 1960, la possibilité de continuer des études se limite au gymnase et à l'école de commerce. La plupart de mes camarades d'école se lancent dans un apprentissage commercial. L'une va faire l'école normale, quelques-unes font un apprentissage de vendeuse.
Et nous sommes 3 à nous inscrire à l'école de commerce. Sténo, dactylo, correspondance, langue, tout cela me sera utile par la suite. Et il y a aussi des cours passionnants d'histoire de l'art et de littérature. Donc, on est à l'école de commerce et en 1963, je termine l'école de commerce. J'ai 19 ans et j'ai besoin de prendre le large. Un cousin me donne une adresse de home d'enfants en Angleterre, près de Bristol. J'écris et je suis acceptée comme fille au père dans une maison d'enfants à Minehead, une petite ville dans le Somerset, au bord de la mer. J'y reste 14 mois. À mon retour, je trouve un emploi chez Volvo à Lys, c'est le centre d'importation qui vient de s'ouvrir. Et j'habite de nouveau chez mes parents. Le week-end, je reprends les activités avec l'Union cadette. Après 18 mois, l'envie me reprend de bouger, de faire d'autres expériences. Je pars en Allemagne travailler 1 an dans un bureau d'import-export à Düsseldorf. Et au retour d'Allemagne, c'est bien décidé, je ne continuerai pas dans le domaine commercial. Je veux trouver quelque chose sur un plan humanitaire. Je pense à une formation de jardinière d'enfants ou d'éducatrice. J'entreprends différentes démarches. Je fais un stage dans une maison d'enfants au Locle. Je tâtonne un peu. Et en fin de compte, je me retrouve, je crois que c'est en 1968, à Fribourg, en formation d'assistante sociale. Les cours durent 2 ans. Durant la 3e année, il faut faire un stage pratique, et puis ensuite le travail de diplôme et les examens finaux. Avec 2 autres étudiants, nous partons faire notre stage dans la région parisienne, et c'est là que je fais la connaissance du mouvement ATD Quart-Monde, engagé dans les bidonvilles. Je passe 10 mois qui sont très riches en découvertes variées et qui changent mon regard sur la situation des familles en situation de grande pauvreté, mais aussi sur les travailleurs sociaux. De retour en Suisse, je prends contact avec le secrétariat du mouvement ATD Quart-Monde qui se trouve à Trévaux, dans le canton de Fribourg, et que je ne connaissais pas. L'équipe qui en est à ses débuts se compose de 4 personnes et il m'invite à les rejoindre. J'ai encore mon travail de diplôme à écrire. Après mon expérience en France où j'ai constaté à quel point les travailleurs sociaux sont accusés de placer les enfants et de détruire les familles, je veux connaître la réalité en Suisse. Je travaille 3 ans comme assistante sociale ici à Bienne. Ça s'appelait à l'époque les œuvres sociales. Et avec quelques travailleurs sociaux d'autres services comme les tutelles, l'office des mineurs, le service médico-social, nous nous retrouvons le samedi matin pour réfléchir aux changements que nous pourrions proposer et qui nous paraissent nécessaires parce qu'on a très envie de changer les choses de l'intérieur de l'institution. Après 3 ans, je ne me fais plus trop d'illusions à ce niveau-là. Je réalise que mon statut dans l'institution me donne une autorité, un pouvoir face à celui qui demande de l'aide. Alors, lorsqu'il s'agit d'une difficulté passagère, d'un accident de parcours, le service social a les moyens adéquats pour trouver une solution à plus ou moins long terme. Par contre, pour les personnes qui vivent la précarité quasi permanente, pour diverses raisons, il est beaucoup plus difficile de trouver une réponse satisfaisante. Et comme on le dit souvent, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. La relation se fait sur 2 niveaux. Nous ne sommes pas égaux. J'ai essayé quelques alternatives pour trouver une relation plus satisfaisante avec ceux que nous appelions les clients, mais je n'ai pas réussi. Dans mes contacts avec le mouvement ATD Quart-Monde, j'ai pu observer que ce sont souvent les volontaires qui font le premier pas, qui approchent et interpellent des personnes en situation de pauvreté. On cherche d'abord à créer une relation de confiance
Et c'est sur cette base qu'on peut ensuite aborder les difficultés. Et surtout, on ne considère pas ces personnes comme des cas sociaux ou comme des familles problèmes, mais comme des personnes appartenant à une couche de la population laissée pour compte dans la société. Et leur force, c'est de se mettre ensemble pour chercher de nouveaux chemins, et c'est là que nous les accompagnons. Je me sens beaucoup mieux dans cette façon de faire. Donc en juillet 1975, j'ai 31 ans, et je rejoins le mouvement ATD Quart Monde comme volontaire permanente. C'est-à-dire que je m'engage à long terme en acceptant de vivre avec une indemnité, la même pour tous, indifféremment de l'âge, de la formation professionnelle et de l'ancienneté dans le mouvement. Cette indemnité nous permet de s'assumer et comme nous vivons souvent en équipe, certains frais sont portés en commun. Nous n'avons toutefois pas de contrat et sommes libres de quitter si nous ne nous sentons pas à notre place. Avec une autre volontaire, j'habite pendant 3 ans un logement d'urgence à Zurich. Notre objectif est de rencontrer les habitants de cette rue d'abord, puis de découvrir la situation de travailleurs non qualifiés. Je travaille 9 mois dans une cuisine d'hôpital et ma covolontaire s'inscrit dans une équipe de nettoyage de la ville. Nous faisons de la prospection, cherchant les quartiers où se trouvent les familles vivant dans la précarité. Nous animons des bibliothèques de rue pour les enfants, organisant des rencontres avec les parents. En 1978, les responsables du secrétariat national à Trévaux acceptent une mission au Centre international, donc dans la région parisienne. Et ils me demandent de prendre le relais à Trévaux. Je m'installe donc à ce moment-là pour 4 ans. En 82, au cours d'un séminaire en France, parce qu'on avait régulièrement des rencontres au Centre international en tant que volontaire, le fondateur du mouvement m'explique que 2 volontaires à Bangkok demandent du soutien et si je serais d'accord de les rejoindre. J'avoue que c'était un tsunami en moi. Je n'avais jamais imaginé que je partirais au loin et puis voilà, ça vient, cette demande m'arrive. J'avais aucune raison de dire non, donc j'ai accepté. Et j'ai quelques mois pour me préparer et je pars dans un inconnu total. C'est en 1983 et on ne parlait à cette époque-là pas beaucoup de la Thaïlande, en tout cas je ne connaissais pas grand-chose. Alors nous voilà arrivés à cette étape de la Thaïlande et je vais essayer de vous décrire une façon d'entrer dans un pays et dans sa culture, et de s'imprégner d'une vie qui est vraiment différente de ce que je connaissais. Et puis aussi la façon dont on rencontre les personnes et comment on les suit. En fait, ce n'est pas nous qui amenons quelque chose, mais on les rencontre et puis on a des étapes ensemble. Et faire de chaque rencontre, de chaque nouvelle situation, une chance pour avancer et bâtir. Alors, je vous donne des flashs, je ne peux pas vous raconter en quelques minutes, mais une première fois, j'étais 12 ans en Thaïlande et une deuxième fois, 9 ans, donc je ne peux pas vous raconter ça en 20 minutes. Alors, je vous donne quelques flashs. Aujourd'hui encore, si je dois décrire ce pays en 2 mots, je dis le pays de tous les contrastes. J'arrive à Bangkok fin mars 83, accueillie par 2 volontaires françaises. L'une d'elles, André, s'était engagée dans les camps de réfugiés à la frontière cambodgienne, dans un premier temps. Et puis, elle était entrée en contact avec des personnes qui travaillaient dans les slums, enfin les bidonvilles. Hein. Je dis souvent les slums, ce sont les bidonvilles en français, mais on avait tellement l'habitude de parler slum que ça me reviendra souvent. Paul, l'autre volontaire, venait de terminer sa première année dans le pays et avait suivi des cours intensifs de thaï. Toutes 2 me font découvrir leur lieu d'habitation, qui va devenir le mien aussi.
une maison modeste, en bois, au bout d'une impasse, dans un quartier populaire au sud de la ville. Dans la maison adjacente à la nôtre habite une famille qui a déjà conseillé à mes covolontaires d'avoir toujours une jarre devant la maison remplie d'eau. Il y a des coupures d'eau assez régulièrement et puis des coupures de courant encore. Donc on a une famille, là, des personnes qui nous avertissent parce qu'on n'a pas encore tellement les moyens de s'informer nous-mêmes. Donc c'est eux qui nous tiennent au courant. Le lendemain de mon arrivée, Paul m'explique le fonctionnement des transports publics et nous allons visiter un temple magnifique au cœur de la ville. Les premiers temps, quand je marche dans notre impasse pour me rendre au marché ou en ville, j'ai vraiment l'impression que tous les gens me regardent. Nous sommes les seuls étrangers dans le quartier. Et c'est un sentiment que j'ai eu pendant un certain temps, qui a passé assez vite après, heureusement, mais oui, je me sentais vraiment dans un autre monde. Et un jour, une amie thaïlandaise passe nous voir, je fais sa connaissance. Elle parle un peu anglais, elle parle très bien anglais et un peu français. Et puis les jours suivants, en faisant mes courses, je me dis, mais si je la rencontrais dans la rue, je crois que je ne la reconnaîtrais pas, parce que j'ai l'impression que tous les gens se ressemblent ici. Ma mission pour cette première année est de créer un groupe d'amis qui puisse soutenir l'engagement des volontaires. Pour démystifier la langue, saluer mes voisins et faire le marché seul, je suis des cours de thaï pendant 3 mois. Parallèlement, mes covolontaires me font découvrir le bidonville de Klong Toi. Klong Toi, c'est un bidonville qui, à l'époque, avait 60 000 habitants, qui se trouve près du port. La plupart des familles sont venues du nord-est, de la campagne, pour trouver du travail, comme coulis la plupart du temps. Paul travaille depuis peu comme bénévole dans un dispensaire du slum avec une femme médecin et des infirmières thaïlandaises. Elle m'invite à la suivre dans quelques-unes de ses visites à domicile. Une partie du slum se trouve sur un marécage. Les habitations sont sur pilotis et reliées par des ponts en bois assez glissants après la pluie. Les conditions de vie sont des plus précaires. Dans cette première année, je prends le temps de lire des livres et documents divers par lesquels je découvre un peu l'histoire de ce pays et différents aspects concernant l'éducation, la santé, l'aide sociale, le bouddhisme. Et tous les jours, je lis le quotidien The Nation, qui est publié en anglais, et je constitue une revue de presse. Quelques personnes rencontrées à l'Alliance française me rejoignent dans ce travail de presse, et peu à peu, nous formons un petit groupe qui se réunit une fois par mois pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays, enfin l'actualité du pays, pour essayer de suivre. J'apprends aussi certaines façons de se comporter. Par exemple, si on peut s'habiller légèrement à la maison, il fait très chaud là-bas. À certaines saisons, ça monte vraiment très très haut la température. Donc si on peut s'habiller légèrement à la maison, il faut avoir une tenue correcte dès que l'on sort. Je suis assez impressionnée par l'élégance des gens en général. Et en allant au cours le matin, je rencontre des bonzes. Donc c'est des moines bouddhistes qui passent dans les rues. Ici c'est au bord d'un canal, mais là je les rencontrais tous les matins dans la rue. Ils passent le matin assez tôt et ils vont quêter leur nourriture. Ensuite ils partent au temple et ils partagent ce qu'ils ont pu récolter avec ceux qui sont restés. En fait c'est leur repas principal de la journée. 95% de la population en Thaïlande est bouddhiste. Il y a 4% de musulmans, la plupart se trouvent dans le sud, et les chrétiens sont moins que 1%. Lorsqu'un bonze entre dans le bus, on se lève pour lui donner le siège, et tout de suite, un homme s'assied à côté de lui, car ils ne doivent pas toucher les femmes. Je me souviens qu'un jour, je visitais un temple et un bonze est venu me parler. Et puis on a discuté un moment. Ils aiment bien
exercer leur anglais. Donc, quand ils voient des étrangers, ils aiment bien parler avec nous. Et puis, à la fin, il a voulu me donner une brochure. Alors, il l'a posée sur un petit muret qui était là, parce que c'est là que je devais la prendre. Parce que s'il me la donnait directement, on risquait de se toucher. Donc, il y a comme ça plein de petits détails qu'il faut découvrir et voilà, qu'il faut connaître. Et devant la plupart des bâtiments officiels, on trouve une maison des esprits. En passant devant, la plupart des tailles font le Y, comme ça pour... Voilà. Il y a beaucoup de rites qu'on découvre. En fait, le bouddhisme est venu se greffer sur un peuple animiste et n'a pas complètement détruit l'animisme. Donc les traditions, il y a plusieurs traditions qui subsistent, qui ne sont pas purement bouddhistes, mais qui existent toujours. En fait, on sent que toute la population est très imprégnée par la religion. Après quelques mois, avec André et une amie thaïlandaise, nous commençons une bibliothèque de rue dans un quartier du slum qui nous a été indiqué comme étant plus pauvre que d'autres. La bibliothèque de rue, c'est une activité phare du mouvement ATD Quart-Monde. Nous allons rencontrer les enfants devant chez eux, là où ils jouent le plus souvent. Nous apportons des nattes, de beaux livres d'images, du papier et des crayons de couleur. Les parents peuvent voir ce que nous faisons et peu à peu s'intéressent, ce qui permet de créer des liens aussi avec les adultes. 1985, année internationale de la jeunesse décrétée par l'ONU. Depuis un an, sous l'impulsion de son fondateur Joseph Brzezinski, le mouvement international ATD prépare un grand rassemblement de jeunes de divers pays et continents. Partout où nous sommes engagés, nous rencontrons des jeunes qui travaillent dur, qui font des petits boulots pour soutenir la famille. Rares sont ceux qui peuvent faire un apprentissage, une formation professionnelle. Les conditions de travail sont pénibles, les salaires trop bas et aucun syndicat ne veut les prendre en compte. Le projet de ce rassemblement, c'est qu'il soit accueilli au BIT, donc au Bureau international du travail à Genève, par son directeur qui était à l'époque M. Blanchard. Tout un scénario est prévu pour permettre à ces jeunes de s'exprimer par le théâtre, le chant, la musique. Avec ce message, nous n'avons pas la chance d'avoir une formation, mais nous travaillons dur. Nous demandons à être reconnus comme des travailleurs. En voyant la multitude de petits travaux que font les gens pour gagner leur vie partout dans la ville à Bangkok, il me paraît important que nous apportions une contribution de la Thaïlande. Paul connaît un jeune de 17 ans dans le slum, soutien de famille. Elle lui parle du projet et lui demande de rassembler quelques-uns de ses copains. Avec des amis thaïs, nous les rencontrons et leur proposons de réaliser un album qui présente les divers travaux que font les habitants du slum. Parmi nos amis, Thum, une jeune Thaïlandaise qui vient de terminer ses études universitaires et qui a commencé de rencontrer régulièrement des groupes d'enfants vivant dans la rue. Nous nous sentons sur la même longueur d'onde et elle participe à la réalisation de l'album avec quelques jeunes de la rue. Et si au départ on imaginait envoyer cet album à Genève comme notre contribution, en fin de compte, il est possible d'organiser le voyage pour les 3 jeunes du slum et Thum, et Paul les accompagne pour ce grand rassemblement. Suite à cet événement qui les a fortement marqués, les jeunes s'engagent avec nous dans l'animation de les bibliothèques de rue dans leur quartier. Et Thum, de son côté, poursuit son projet tout en restant en lien avec nous. En 1986, Catherine Thuria, une volontaire suisse, vient agrandir l'équipe. Paul est de plus en plus occupé au dispensaire et je suis donc très heureuse de l'arrivée de Catherine. Je ne vous ai pas dit qu'entre-temps, André a eu des problèmes de santé, donc l'autre volontaire française, et elle est partie et n'est pas revenue. À cette époque, quand Catherine arrive,
la famille d'un des jeunes qui a participé au rassemblement est expulsée et trouve un endroit dans une autre partie de la ville, sur un terrain squatté par des gens qui, comme eux, cherchent un abri pour vivre. Le gars nous demande de venir le soutenir pour animer des bibliothèques de rue aussi dans son quartier, parce que rien n'est organisé. Et entre-temps, alors à Klongteuil, dans ce grand bidonville où on a commencé, il y a une association japonaise qui a ouvert une bibliothèque pour la communauté, et plusieurs ONG apportent des activités diverses. Donc, sans lâcher complètement ce lieu-là, nous répondons à la demande du jeune. En 1987, Joseph Wrezinski, fondateur du mouvement et secrétaire général, en sa qualité de membre du Conseil économique et social en France, a présenté un rapport intitulé « Grande pauvreté et précarité économique et sociale ». Ce rapport a été accepté par le Conseil en février. Au mois de mai, Joseph Wrezinski vient nous rendre visite à Bangkok. Quelques jours avant son arrivée, il me téléphone et me demande de prendre rendez-vous avec le maire de la ville à qui il veut présenter son rapport. Je prends mon courage et vais à la mairie. Je m'adresse au secrétariat pour demander une entrevue avec le maire, lui transmettre la demande de Joseph Wrezinski. On me dit que le maire sera parti assister à une grande conférence à Berlin qui regroupe les maires de toutes les capitales. Et on me conduit sans autre dans le bureau pour parler avec l'adjointe au maire. Je me sens un peu décontenancée. Je ne me suis pas préparée à rencontrer tout de suite quelqu'un de ce rang. Il faut dire qu'en Thaïlande, la société est très, très hiérarchisée et que, on n'entre pas comme ça, comme on le fait chez nous. J'étais pas très à l'aise. Et je me trouve devant un grand bureau, derrière lequel se tient, debout, une petite dame d'une élégance sobre, je dirais. Je bafouille comme je peux, avec mon taille médiocre, le but de ma visite. À mon grand soulagement, elle me dit qu'on peut parler français. Elle me demande ma nationalité et elle me dit, et elle est toute heureuse de me dire qu'elle a fait des études à Lausanne. Alors, ça me rassure et ça me met à l'aise. Avant d'être là, elle était enseignante de français à l'université. Elle me dit aussi qu'elle a des documents sur ATD parce qu'elle avait demandé à une époque des renseignements par rapport à la résorption des bidonvilles dans la région parisienne. Pour son travail, parce qu'elle est aussi responsable des slums ici à Bangkok. Et elle me dit qu'elle sera très honorée d'accueillir le secrétaire général du mouvement ATD Quart Monde. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui nous font du bien et puis qui nous aident, qui nous donnent la force pour continuer. Alors, ils ont eu une bonne rencontre, Madame Aporn, qui s'appelle Madame Aporn, donc l'adjointe au maire, et Joseph Wrezinski, beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Et peu après, nous avons obtenu des visas annuels grâce au soutien de cette adjointe au maire. Parce que jusque-là, je devais sortir tous les 3 mois pour aller renouveler mon visa. Et les pays environnants, la Birmanie, le Laos, le Cambodge, étaient à cette époque fermés, ou enfin très difficiles d'accès. Donc il fallait aller jusqu'en Malaisie, 26 heures de train pour aller, 24 heures d'attente pour le visa, et puis 26 heures pour le retour. Donc c'était des expéditions. Ça m'a permis de voir le sud du pays. 1987, 30e anniversaire du mouvement international ATD Quart Monde. Une dalle est posée au Trocadéro à Paris le 17 octobre en l'honneur des personnes mortes à cause de la misère. Près de 100 000 personnes se retrouvent en face de la Tour Eiffel pour marquer ce qui va devenir la journée mondiale du refus de la misère. À Bangkok, pour être en diapason avec ce grand événement, nous organisons une exposition de dessins d'enfants dans le slum de Klongteuil.
Catherine a fait beaucoup de dessins avec les enfants et certains sont de petits chefs-d'œuvre. Nous inaugurons cette exposition avec la présence d'une représentante de la municipalité, auprès de laquelle il a fallu demander l'autorisation, un délégué d'UNICEF, des amis thaïs et occidentaux et bien sûr des habitants du slum. Peu après, Tom, donc la jeune qui est engagée avec les enfants de la rue, elle s'est mariée avec un Hollandais. Elle nous annonce qu'ils vont partir pour quelques années aux Pays-Bas. Elle nous demande de garder le contact avec un groupe d'enfants près du pont. Elle propose que Nong, une jeune Thaïlandaise qui l'a soutenue dans ses activités, nous accompagne 2 ou 3 mois pour faire le lien avec les enfants que ni Catherine ni moi ne connaissons. Et en fin de compte, Nong se formera au volontariat et elle restera 7 ans avec nous, ce qui était vraiment une chance d'avoir une volontaire thaïlandaise dans notre équipe. On en a eu d'autres par la suite, mais c'est elle qui est restée le plus longtemps. Quand nous allons rencontrer les enfants vivant dans la rue près du pont, nous constatons qu'il n'y a pas que des enfants, mais il y a aussi des familles qui habitent là. Et nous animons des activités, faisons connaissance petit à petit. Un jour, nous arrivons et trouvons la place vide, nettoyée pour accueillir une grande fête organisée par la ville. Nous cherchons à savoir où sont parties les familles et nous en trouvons quelques-unes de l'autre côté du fleuve, cachées derrière un grand tas d'ordures, dans de petits abris de fortune. C'est là principalement que nous allons poursuivre notre engagement, car c'est là que les personnes sont le plus marquées par la misère. Et nous y sommes encore toujours. Voilà, encore un petit flash de Madame Aporn, qui a quitté son poste à la mairie. Elle prend du temps avec nous, elle participe parfois aux activités dans le slum, et grâce à elle, nous pouvons créer, en 1992, la Fondation des Amis d'ATD en Thaïlande. Nous avons enfin une reconnaissance officielle dans le pays, et par la suite, nous pourrons obtenir des permis de travail. Le 24 décembre 1994, je quitte la Thaïlande. Un couple de volontaires a pris le relais. Je passe Noël chez mes parents, je retrouve les plaisirs du ski en Valais. Et en février, donc 1995, je suis attendue à Méry-sur-Oise, au Centre international donc de la région parisienne. C'est une bonne façon de me replonger au cœur du mouvement. Je travaille sur des écrits, puis je rejoins l'équipe des relations internationales. En 2001, je repars à Bangkok, cette fois comme déléguée pour la région Asie. Je fais plusieurs séjours aux Philippines, je découvre l'action des volontaires à Taïwan, et nous cherchons aussi à connaître la situation, les projets de certaines organisations au Cambodge, au Laos, grâce à des amis rencontrés précédemment. Je découvre la Chine lors d'un voyage avec d'autres volontaires. Et je reste dans cette mission jusqu'en 2010. Ensuite, je retourne en France, au Centre international, au centre d'archivage, et je classe, j'archive les documents de Thaïlande et des Philippines principalement. Et c'est en mai 2016 que je reviens à Bienne, redécouvrir ma ville natale, et pour me rendre compte qu'elle est devenue entre-temps une ville très cosmopolite. Et cela me fait grand plaisir, en fait, parce que je me sens à l'aise. Je retrouve des amis, je suis bien. En fait, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de partir dans les villages, dans la campagne. Et en particulier, cette fois-là, dans un village, j'étais restée une semaine entière
C'est avec une voisine de Bangkok, ma voisine toute proche, qui m'avait invité à aller pour le Nouvel An Thai. Le 13 avril, c'est le Nouvel An Thai. À ce moment-là, en fait, Bangkok se vide de son monde. Les gens partent tous pour retrouver la famille, parce que la plupart des gens de Bangkok viennent de la campagne. Et donc, ils vont tous pour retrouver la famille et passer... Pendant une semaine, c'est la fête. Et donc, j'étais allée avec cette femme et les 3 enfants chez sa sœur. J'ai trouvé... j'ai eu d'autres occasions de voyager dans la campagne. Et je pense quand même que quand on est proche de ces gens, au milieu des rizières, parmi les paysans qui travaillent dur, mais qui sont tellement accueillants et chaleureux, je trouve qu'on sent vraiment l'âme d'un pays. Et ça, j'étais contente d'avoir pu faire ces quelques expériences, parce qu'ensuite, quand on revient en ville et qu'on retrouve les gens des slums, qui sont très souvent des gens qui viennent justement de la campagne, on peut mieux les comprendre, on peut mieux les sentir. Voilà, la campagne, je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est important de visiter, de comprendre. On comprend mieux, je crois, le pays quand on a vécu ces temps dans les villages. Voilà, je ne sais pas si vous avez réussi à suivre un petit peu tout ce périple. En tout cas, je trouve que c'est très riche comme expérience et je suis contente de pouvoir partager un petit peu tout ce que j'ai vécu.